Bien, bonjour à tous. Pour cette dernière soirée de séminaire de l'année 2015-2016, je voudrais commencer comme d'habitude par un rappel des échéances futures, à savoir des 3 échéances qui vont terminer 30 ans de séminaire. Il y a d'abord le 17 octobre. Alors, le 17 octobre, c'est toujours dans les mêmes conditions. C'est toujours, en réalité, c'est pas le 17 d'ailleurs. Je crois que c'est le 16. Je confonds ce séminaire avec mon anniversaire. Alors, il lui est en un certain sens consacré, mais c'est quand même le lendemain. Donc, le 16 octobre, le lundi 16 octobre, dans les mêmes conditions, sera le séminaire, en quelque manière, de reprise, malgré tout, de l'année 2016-2017. Et ce 17 octobre, non, c'est le 17 octobre. Décidément, j'ai du mal à entrer dans cette échéance. C'est le 17 octobre parce que nous sommes encore en 2016. Voilà. Donc le 17 octobre 2016, donc à la rentrée, comme je l'ai déjà dit, nous avons affaire à un quatuor philosophique, puisque ce sera en réalité une séance consacrée pratiquement à l'idée d'une structuration de la philosophie dans l'arche de son histoire par les 2 noms de Platon et de Nietzsche. Alors, pourquoi sommes-nous 4 ? Nous sommes 4 parce que nous sommes 4 qui, à des titres divers, nous sommes préoccupés de cette parité ou de cette correspondance ou de cette contradiction entre Platon et Nietzsche comme dessinant une arche particulière de la philosophie depuis ses origines jusqu'à ce que, en un certain sens, Nietzsche pensait être sa fin, puisqu'il avait conclu qu'il serait bon de fusiller tous les philosophes. Il était un peu excessif à ce moment-là. Il était un peu excessif. Mais enfin, ça indiquait tout de même, tout de même une impulsion indiscutable. Il avait aussi écrit peu avant que le philosophe était le criminel des criminels, ce qui n'était pas aimable non plus. Alors, nous serons là. Il y aura Monique Dixot. Alors, Monique Dixot, elle a écrit le plus grand livre qui existe sur cette arche elle-même. C'est Platon-Nietzsche, l'autre manière de philosopher. Et pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, dans son historicité ou dans ses nominations propres, je recommande vraiment ce livre, Platon-Nietzsche, l'autre manière de philosopher. Et puis, ce livre est sorti en novembre 2015, alors que moi-même, en octobre 2015, j'avais sorti le séminaire sur Nietzsche. Le séminaire qui date à peu près d'il y a 20 ans, puisque c'est le séminaire de l'année 1992-1993. Donc, on avait une espèce de semi-contemporanéité entre le livre de Monique Dixot, Platon-Nietzsche, et d'autre part, le Nietzsche que je venais de sortir à cette époque, alors que, naturellement, ma référence à Platon, même si ce n'est pas un Platon-Nietzsche, ma référence à Platon est, comme vous le savez, constante de très longue date. Et alors, nous avons pensé qu'il fallait, entre nous deux, ou par rapport à nous deux, des intervenants d'une autre génération. Et c'est pourquoi il y aura aussi Dimitri Elbur, qui est, lui, alors, spécialisé dans Platon, et mon ami Quentin Meillassoux,
qui, de toute façon, lui propose une vision stratégique de l'histoire de la philosophie. Donc ce sera un quatuor philosophique, Monique Dixot, Dimitri Elmur, Quentin Meilhassou, moi-même, le 17 octobre, donc à la rentrée. Tout de même, pour vous donner une petite idée, je voudrais vous lire l'extrême conclusion, un bref passage de l'extrême conclusion du livre de Monique Dixot. Vous verrez tout de suite de quoi il retourne. Elle vient, c'est vraiment la dernière page, elle vient de dire ceci. Socrate, musicien, ne serait pas une mauvaise façon de décrire Platon, et Dionysos, philosophe, ne serait pas non plus une mauvaise façon de décrire Nietzsche. Donc, vous voyez, la relation entre Platon et Nietzsche est pensée comme un croisement, comme un chiasme entre l'élan musical, l'élément dionysiaque, l'élément de l'art et de la vie d'un côté, et d'autre part l'élément proprement conceptuel et de l'ordre de la pensée qui caractérise la philosophie. Et la thèse générale, c'est évidemment la thèse générale de Monique Dixot, c'est que, en réalité, l'entreprise de Nietzsche est la même que celle de Platon, mais retournée. C'est pour ça aussi que Platon est son adversaire principal, mais en un certain sens son ami le plus proche, même les deux à la fois, parce qu'il a consacré de grands cours à Platon au début de sa carrière. Et là, c'est ce qu'elle dit très fortement, Monique Dixot. En réalité, Platon, c'est celui qui a tenté de montrer que la tension entre la vie et la pensée était résoluble si on acceptait une hégémonie vitale de la pensée elle-même, c'est-à-dire que la pensée elle-même soit un principe de vie et d'existence. Et puis, ce que Nietzsche, selon elle, a voulu dire, c'était que la pensée elle-même pourrait être en réalité comme une expression immanente et une expression de la vie. Donc, au fond, l'un comme l'autre soutenait une indivision ultime de la vie et de la pensée, ou de l'art et de la philosophie. Dans un certain sens, c'en est une métaphore, mais il ne le prenait pas par la même entrée. C'est-à-dire qu'en réalité, l'entrée de Nietzsche, c'était de montrer qu'il fallait que ce soit la vie qui organise en quelque sorte la disposition à travers laquelle nous pensons la pensée, tandis que Platon pensait qu'il fallait entrer dans la question de la vie par la pensée, et que ce qu'ils ont en commun, c'est au fond l'idée suivante, c'est que la philosophie, dans sa définition primordiale, c'est de construire une inséparation de la vie et de la pensée. Que c'est ça son désir à elle, son désir propre. Et que, plus importante que la question de la hiérarchie entre l'un et l'autre, est décisive la question de leur inséparation. Et voilà comment Monique Dixot interprète le croisement singulier des deux déterminations, vie et pensée, de Platon à Nietzsche. Et vous voyez bien que l'adversaire commun des deux, c'est tous ceux qui séparent la vie de la pensée. Et cela, c'est une interprétation fallacieuse qui a été donnée de Nietzsche, la vie contre la pensée, la vie contre le concept, mais c'est aussi, pour Monique Dixot, une interprétation fallacieuse qui a été donnée de Platon, à savoir la pensée contre la vie, la séparation des deux mondes, etc. Et tout ce livre est consacré de façon très démonstrative, très proche des textes, très érudite, en un certain sens, cette grande démonstration que finalement Platon et Nietzsche incarnent la philosophie dans ce qu'elle a d'essentiel parce qu'ils nous montrent les deux voies possibles pour exister dans une inséparation de la vie et de la pensée. L'une qui entre par la vie, l'autre qui entre par la pensée, mais en définitive, c'est l'inséparation qu'il faut. Chez Platon, c'est l'ivresse, le désir, l'élan dont il faudrait percevoir la présence jusque dans une dialectique dont la maîtrise et l'aridité peuvent sembler dépourvues. Chez Nietzsche, c'est la rigueur, les nuances, la lucidité prudente, le degré de raison indispensable à la force dionysiaque
qu'il serait bon de ne pas oublier. Chez eux, quelque chose se répète en sens inverse. La transposition du pathos dionysiaque en pathos philosophique opéré par Platon croise celle nietzschéenne du pathos philosophique transformé en pathos dionysiaque. Le tragique se déplace, l'aiguille tourne. L'invention d'un tragique philosophique se renverse en l'annonce d'une philosophie tragique. Ceci est très profond, à mon avis. Cet énoncé est très profond parce qu'il éclaire aussi, au passage, le fait que Platon, c'est aussi, en effet, l'invention d'une sorte de tragique philosophique. Ce qui éclaire la très singulière figure du rapport à la fois entièrement intérieur et entièrement antagonique de la philosophie au théâtre. La vie avait besoin de la philosophie pour cesser d'être désespérante et de se détester elle-même. La philosophie a désormais besoin de redevenir ivre d'elle-même pour revivre. Mais si aucun philosophe n'a plus la force d'affirmer que la philosophie est sans doute son propre mythe, mythe auquel il faut croire pour l'inventer et la réinventer, qu'elle est un risque à prendre, un pari à tenter, quelque chose portera sans doute encore le beau nom de philosophie, mais ce ne seront pas des disciples de Dionysos qui la feront. Et pour ce qui est de l'opposition de la vie et de la pensée, ils renverront la question à la religion ou à la morale, à moins qu'ils n'y soient tout simplement devenus sourds. La conclusion n'est pas d'un optimisme débordant, comme vous le voyez. Parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle prononce, c'est que, en réalité, notre époque est une époque, en un certain sens, aphilosophique, parce qu'elle ne reprend plus, elle ne reconstitue plus l'inséparation tentée par Platon et poursuivie, en un certain sens, par Nietzsche. En vérité, on pourrait lui dire, ma chère Monique, tu le fais toi-même, donc ne sois pas si désespéré. Il faut quand même aussi, lorsqu'on porte un diagnostic, ne pas se comporter exclusivement comme un malade. C'est ce que je reprocherais à ce genre de conclusion. C'est-à-dire, ça n'existe plus, je suis en état de porter le diagnostic concernant la philosophie, c'est-à-dire le diagnostic pessimiste de sa fin probable, que tout le monde deviendra sourd à cette antinomie essentielle qui constituait la philosophie entre la pensée et le désir, ou la pensée et la vie. Mais enfin, je crois que si l'on est en état de porter le diagnostic, c'est qu'on est déjà porteur de la résurrection du malade. C'est ce que je crois. Mais c'est ma seule objection que je ferai à cette vision des choses par Monique Dixot. Alors nous discuterons de tout ça. Ce sera au cœur de notre discussion générale avec Monique Dixot. Ce sera d'autant plus intéressant que je soupçonne qu'elle privilégie l'entrée par la vie en dernier ressort et que je privilégie, je crois, l'entrée par la pensée. Donc nous rejouerons la scène, mais à notre mesure. Et ce sera très intéressant que cette fois, sur cette scène, il y ait une femme, malgré tout. C'est une chose à noter. Voilà. Enfin, le 16 janvier, le 16 janvier, pas le 17, mais le 16, il y aura le dernier séminaire. Et comme je vous ai dit, ce sera une journée, comme ça. Ça commencera vers 14h, ça finira vers 10h du soir. Et puis, il y aura des gens qui prendront la parole. Je conclurai mon séminaire. Je raconterai le livre qui va sortir, L'immanence des vérités. Il y aura des amis qui viendront. Il y aura sûrement un buffet quelque part.
Et vous êtes tous conviés, je ne vous promets pas un bal, mais enfin, dans les mesures à prendre pour réconcilier la pensée et la vie. Voilà. Alors, entre-temps, d'ici là, nous aurons ça. J'espère que vous voyez que je porte le maillot rouge du camp 93 sur cette figure, et ça que j'en suis extrêmement content. Alors, c'est ce qui est annoncé ici, un événement populaire, philosophique, sportif et théâtral. Sa structure en est la présentation ici, sur grand écran, de l'ensemble des opérations de l'Euro de foot à partir des quarts de finale. Et l'accompagner, cette projection, de quantité de choses tout à fait destinées aussi à réconcilier la vie et le concept. Si tant est que le foot soit un emblème recevable de la vie, ce qui est un peu discuté, et qui sera d'ailleurs discuté. Parce que une des conférences, je ne sais pas s'ils sont... Oui, une des conférences, celle du samedi 2 juillet. Le samedi 2 juillet, autant que je sache, samedi 2 juillet, ce sont les quarts de finale. Donc c'est un des quarts de finale. Il y aura là une conférence dont le titre que je veux retrouver est « Le foot comme organe et champ de bataille des politiques réactionnaires ». 2 points, racisme et travail forcé. On aura sous la main des gens à qui demander si c'est bien vrai. En tout cas sur l'écran. Voilà. Donc l'idée est d'escorter, en quelque sorte, cette grande possibilité de voir sur un grand et bel écran l'ensemble des étapes finales de l'euro, de l'escorter par des tas de choses. Vous lirez dans la plaquette tout ce qu'il y a, je ne vais pas vous énoncer comme ça abstraitement le programme, mais j'aurai dans cette affaire une double participation qui justifie en un certain sens que je porte le maillot rouge. La première, c'est l'organisation de conférences qui auront lieu avant chaque projection, donc à partir de 18h, et qui s'achèveront vers 20h, puisque les matchs commencent à 21h, et qu'il y aura entrée libre, alors on ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez, le foot avec entrée libre, nous aurons peut-être des CRS dans tous les parages. Je ne sais pas si nous avons le droit de faire des conférences de philosophie et de foot sous l'état d'urgence, ce n'est pas certain, mais nous n'avons pas posé la question. Alors, voilà, il y aura cela, et ce sont la plupart des avis à moi, mais j'ai voulu qu'il y ait un nombre important d'étrangers, le plus possible, et donc il y aura en effet 3 amis allemands, 2 amis italiens, qui participeront à ces conférences. Et comme je vous le dis, elles auront lieu dehors, là, sur la pelouse, à l'entrée du théâtre. Il y aura quand même de quoi s'installer, et ça sera une préparation spirituelle de la plus grande importance avant d'aller s'enthousiasmer pour son équipe favorite. Et je participerai moi-même à ces conférences. D'abord, je présenterai les amis qui vont parler, qui sont vraiment tous d'excellents philosophes, et qui parleront de sujets très variés. Et puis, je ferai la conférence le jour de la finale. Et cette conférence s'intitulera « La philosophie a-t-elle quelque chose à dire du sport ?» Voilà. Et je ne vous donnerai pas ma réponse ce soir. Voilà. Donc ça, c'était pour cette je ne sais pas comment l'appeler, cette session multiforme, comme ça, organisée par le théâtre. Ça s'appelle un été à la Commune, de fait, un événement populaire, philosophique, sportif et théâtral. Parce que par ailleurs, il y aura des petites représentations théâtrales, naturellement, accompagnant tout ça, y compris une petite pièce de moi, d'ailleurs,
qui s'appelle « Quel temps fait-il? Que se passe-t-il » Voilà. C'est une question philosophique par excellence. Quelle heure est-il? Ça, c'est la situation des choses. Et que se passe-t-il? C'est l'événement. Mais ce sera une pièce jouée par des jeunes amateurs. Encore un renseignement. La permanence, pour ceux qui veulent me voir, a lieu demain. Donc elle a été reportée plusieurs fois. Mais là, elle aura lieu, à coup sûr. Et elle a lieu demain à 15h. Au 29 rue d'Ulm, comme d'habitude, au premier étage du 29 rue d'Ulm. Voilà. Alors, je veux aussi vous présenter mon dernier né, tout de même. Il est gros, hein, voilà. Il s'appelle La République de Platon, bis donc, hein, et suivi de l'incident d'Antioche. Alors, ce qui est appelé là la République de Platon, c'est la version théâtrale de la République de Platon. C'est-à-dire, c'est la République de Platon entièrement théâtralisée. C'est-à-dire, elle n'est plus présentée de façon narrative, elle n'est plus présentée de manière dialogique interrompue, etc. Elle est présentée comme de façon théâtrale entièrement. Et c'est cette version de la République de Platon qui a été jouée l'année dernière à Avignon, au rythme de pratiquement un acte ou une journée par jour. Donc, elle a été intégralement jouée, la République de Platon a été intégralement jouée en 18 séances. Et c'est cette version que j'avais écrite spécialement, en réalité, pour le Festival d'Avignon, qui est publiée ici. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est un peu une expérimentation assez profonde sur philosophie et théâtre, là. Parce que ça n'est pas seulement quand même un dialogue, évidemment, Platon a une théâtralité propre qui est celle du dialogue, mais c'est vraiment l'expérience tentée de transformer la totalité de ce grand dialogue spéculatif en une pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui est un peu longue, la version intégrale doit durer une vingtaine d'heures, mais enfin, bon, ça vaut la peine, je sais pas. Vaut la peine. Alors, on peut toujours tenter, j'espère que quelqu'un tentera de jouer cette pièce intégralement un jour, pas simplement en 18 jours, mais en une journée, parce que 20 heures, ça tient dans 24, hein, on est à peu près juste. Je pourrais l'étirer un peu pour que ça fasse juste 24, ça serait vraiment un jour philosophique. Mais enfin, et alors, ça c'est pour la République de Platon. Alors, c'est accompagné d'une pièce qui s'appelle L'incident d'Antioche, qui est une pièce que j'ai écrite, moi, entre 82 et 89, exactement. Donc, c'est une pièce qui est, tout de même, elle, date d'une trentaine d'années. C'est une pièce qui coïncide, bien évidemment, vous voyez les dates, 82, 89, avec l'effondrement des États socialistes dans le monde. Donc la disparition dans le monde de ce qui fonctionnait plus ou moins bien, mais qui fonctionnait comme l'idée d'une alternative au capitalisme mondialisé. Donc la pièce accompagne cette question qui s'est avérée de plus en plus stratégique, qui s'est soldée, parce qu'il faut bien appeler une victoire, pour l'instant presque inconditionnelle, du capitalisme mondialisé, qui n'est plus confronté à un adversaire véritable, quel que soit le jugement qu'on porte sur cet adversaire. Comme je vous l'ai souvent dit ici, ce n'est pas la même chose qu'il y ait deux hypothèses ou qu'il n'y en ait qu'une. Même si la valeur des hypothèses peut être discutée, le deux n'est pas réductible à l'un. Évidemment, ces choses-là se sont passées dans les années 80 pour l'essentiel. C'est pour ça que, au fond, tout le monde sait aujourd'hui que les années 80 sont, à échelle mondiale, le début d'une nouvelle époque. D'une nouvelle époque dont toute la question et toute la dispute intellectuelle aujourd'hui est de savoir si elle va connaître un achèvement ou si elle est la dernière époque de l'historicité humaine, etc. Parce qu'à partir du moment où on pense que le capitalisme mondialisé est la seule figure d'organisation crédible de l'économie et des sociétés, si on ne tend plus cela vers autre chose que soi-même,
on est quand même dans l'hypothèse d'une fin de l'histoire. Fukuyama, de ce point de vue-là, n'est que la version dégradée d'une question véritable. C'est que si l'un l'a emporté sur le deux, si la résolution historique des choses, c'est le monde tel que nous le connaissons, améliorable, bricolable, mais enfin fondamentalement dans ses structures propres, inaltérables ou définitifs, bien alors il s'est passé là, dans les années 80 du XXe siècle, non pas simplement un épisode comme beaucoup d'autres d'affrontement entre deux visions réversibles, préparant autre chose, etc., mais un affrontement fondamental, essentiel, qui aurait tourné à l'avantage irréversible d'un des deux protagonistes. Et c'est ce qui est soutenu couramment. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde tel que nous le connaissons, il n'y a pas à imaginer qu'il puisse y en avoir un autre. On peut le bricoler, on peut l'améliorer, on peut considérer qu'il peut aller dans une bonne ou dans une meilleure direction, on peut l'apaiser, on peut tout ce que vous voulez, on peut le domestiquer, mais c'est lui quand même. C'est lui, et on le reconnaîtra. Et donc, l'incident d'Antioche se situe dans le moment charnière et incertain, on va dire, où ces événements historiques extraordinaires, en vérité, se sont produits pour rejeter une hypothèse qui peut être tout de même structurée d'un bout à l'autre à une certaine forme de modernité, parce que cette hypothèse, à vrai dire, on peut la faire remonter probablement jusqu'à la Révolution française et peut-être même jusqu'aux Lumières du XVIIIe siècle. Elle a cheminé, elle s'est transformée, mais c'est elle qui demeurait sous le nom en général de révolution, de pensée révolutionnaire ou de progressisme ou de communisme, sous toutes sortes de noms, mais elle demeurait vivante, avec des hauts et des bas, des échecs sanglants, des réussites partielles, elle demeurait l'esprit du temps. Comprenez bien que pendant toutes ces années-là, l'esprit du temps a été, malgré tout, le vecteur fondamental de l'esprit du temps a été de ce côté-là. Même les fascismes étaient en réalité des contre-feux à cela. Ils n'étaient que des raidissements du pouvoir traditionnel contre l'hypothèse communiste. C'est pour ça qu'en effet, ils se sont partagés la puissance pendant un moment. Mais tout ça, au contraire, renforçait le fait que l'hypothèse révolutionnaire, c'est-à-dire en fin de compte, grosso modo, l'hypothèse de l'égalité, tout simplement, c'est-à-dire donner naissance au second terme de la maxime de la Révolution française, égalité. C'est-à-dire concevoir l'humanité comme capable de s'approprier elle-même une histoire qui ne soit pas structurée par des inégalités monstrueuses, l'existence de très riches et de très pauvres, les divisions extraordinaires du travail, entre travail manuel, travail intellectuel. Il y a une humanité qui résoudrait effectivement tous ces problèmes-là par un geste fondamental au départ et un long travail ensuite comme conséquence de ce geste. Ça, c'est tout de même quelque chose qui, entre la fin du XVIIIe siècle et les années 80 du XXe, a existé comme une conscience publique, parfois virtuelle, parfois plus actuelle, mais jamais absente. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut que nous comprenions que nous sommes dans une situation tout à fait particulière, qui est historiquement la question de savoir si cette vection comme ça, cette possibilité d'une réalisation, de le dire, cette virtualité. Mais la virtualité, c'est l'être lui-même, donc cette virtualité essentielle. Faut-il considérer que nous ne pouvons plus qu'emporter le deuil, et par conséquent que chaque fois que nous la réactivons en apparence, nous ne faisons que témoigner d'un simulacre faible de son existence. Ça, c'est ce que raconte la propagande quotidienne. C'est la propagande quotidienne. Et je publié cette tragédie maintenant parce qu'elle a longtemps attendu, ayant elle-même traversé des péripéties, des réflexions, etc., parce qu'elle était le témoignage du moment de ce trouble initial pendant les années 80 où, en vérité, personne ne savait très bien ce qui était en train de se passer vraiment. D'ailleurs,
on assistait à des échecs, à des effondrements, à des luttes perdues, à des replis, etc. Mais tout ça, pendant tout un temps, n'était pas clair. Mais aujourd'hui, nous savons que ce qui s'est passé là, en effet, a tout simplement été une victoire sans précédent de la vision, à nos yeux aliénée, totalement monstrueuse même, de l'humanité livrée à une oligarchie minuscule d'entrepreneurs de multinationales, avec des États qui ne sont que des puissances exécutives de ce pouvoir caché, hein, et qui, comme on le voit aujourd'hui, y compris en ce qui concerne la loi sur le code de travail, qui suscite tout de même ici un certain nombre de remous, n'ont de cesse, y compris sous le nom de socialisme, d'aligner à la fois les codes, les mentalités, les coutumes, etc., sur le règne inconditionné de cette oligarchie transnationale, avec des rivalités locales, des guerres, etc. Mais néanmoins, c'est ça la situation. Alors c'était ça qui se cuisinait dans les années 80, de façon encore un peu obscure, comme, en tout cas, la forme d'une crise radicale des figures révolutionnaires antérieures. Alors je voudrais vous lire un morceau, un tout petit morceau, enfin pas si petit que ça, à vrai dire. Je voudrais vous lire un petit morceau de l'incident d'Antioche pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je vous le situe en quelques mots. L'incident d'Antioche raconte, en réalité, un épisode révolutionnaire particulièrement radical, particulièrement violent, qui balaye en réalité le vieux monde comme une tornade, comme une tempête. Et dans cette tornade révolutionnaire, avec des personnages, apparaissent deux figures contradictoires essentielles. L'une qui s'appelle Céphas, qui est le dirigeant révolutionnaire reconnu de cette opération, de cette prise du pouvoir destructrice et violente, et de son installation victorieuse, effective. Et puis une femme qui s'appelle Paul, qui est elle-même dans la même volonté de transformation du monde, mais qui estime que la figure que Céphas donne à cette transformation exagère la puissance de la négativité, en réalité, soutient l'idée fausse que la destruction crée la construction, ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est toujours, en dernier ressort, l'élément affirmatif qui est déterminant dans la création politique, et aussi, parallèlement, que, en définitive, le piège, c'est de considérer que la question politique centrale est la question du pouvoir. Que, bien entendu, cette question du pouvoir est inéluctable, mais que si on en fait le centre absolu de la détermination politique, on va finalement tuer la politique elle-même, et qu'on va lui substituer un pouvoir d'État considéré comme porteur à lui tout seul, au fond, des aspirations égalitaires de la société. Et ce pouvoir va, comme l'histoire concrète le montre, devenir lui-même, en réalité, un obstacle à l'émancipation, au lieu d'en devenir le moteur. Et là, la scène que je vais vous lire, c'est la scène où, voilà. Alors, il y a donc eu cette prise de pouvoir déchaînée, violente. Tout est détruit et on ne sait pas très bien comment va se faire la reconstruction. C'est précisément là la thèse que la négativité n'est pas créatrice par elle-même, que même la révolte n'est pas créatrice par elle-même. Paul a disparu, enfin on ne sait plus où elle est, elle n'a pas voulu être mêlée à cette affaire, elle a perdu la bataille politique contre Céphas dans une scène qui s'appelle précisément l'incident d'Antioche, et puis elle va revenir, elle revient, c'est la scène que je vais vous lire, elle revient, et elle constate que d'abord celui qui est au pouvoir, c'est son fils, parce qu'elle a eu un fils d'un grand militant arabe d'ailleurs, qui s'appelle Mokhtar, qui est un des personnages de la pièce. Ce fils s'appelle David,
Donc David est le fils de Paul et de Mokhtar, et dans les péripéties, que je ne vous raconte pas, de la guerre révolutionnaire victorieuse, David, finalement, est celui qui s'est avéré comme étant le nouveau chef de l'organisation révolutionnaire. Alors vous voyez la situation, c'est-à-dire que la mère va revenir dans une situation qui est placée sous le commandement du fils, et elle va contester la politique suivie par le fils. Et donc nous avons, ce qui est une figure évidemment de tragédie classique, nous avons un débat politique de fond, mais qui est aussi par ailleurs un débat violent entre une mère et son fils. Enfin, les deux théâtralement. Alors je vous lis cette scène maintenant que je voulais citer. David. Alors, elle est arrivée, puis là, ils se retrouvent tous les deux seuls. La dernière réplique de la scène précédente, c'est la mère disant à son fils, « Je veux te voir seul. » David, c'est très curieux de se dire, « Voilà ma mère, elle est en face de moi. » Paul, le culte de la mère chez les hommes est une saloperie. C'est la couverture du mépris des femmes. David, je n'ai pas eu le temps de régler ton culte. Paul, tu n'as pas l'air assez arabe. Tu aurais dû emprunter plus à ton père. David, pour être à mon tour peut-être le fils consubstantiel au père, je n'y suis pour rien. Paul, on est responsable de son visage. Tu dois être raciste dans le fond. David, je ne trouve pas ça drôle. Paul, moi non plus. De savoir le chef de tout ce qui se passe, ici, de monstrueux, n'est pas drôle. David, fais attention, tu n'as aucune impunité. Je te ferai arrêter s'il le faut. Paul, mais comment donc? Des mères dénoncées par le fils ou fusillées devant lui, j'ai vu ça en province. David, et qu'importe, après tout. Le désordre s'accomplit, le sang coule, qui s'en souviendra? Aucun d'entre nous ne veut ces atrocités particulières. Elles sont comme un prélèvement forcé sur le réel. Il s'agit maintenant de restaurer les lois. Paul, restaurer, tu le dis. Ton excuse est lamentable. On se souviendra fort bien des massacres. Si ce qui vient après est la répétition de ce qu'il y avait avant. Si vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des imbéciles. David, se jetant sur elle, ferme-la. Qu'est-ce que tu viens faire ici, vieille peau parfumée? Nous en avons assez sur les bras. Tais-toi, retourne dans ton trou. Ils se battent. Mais étrangement, c'est Paul qui se dégage d'un coup et David qui recule, plié en deux. David, Paul, essoufflé. Ah, la mère n'a pas perdu le coup pour rosser son fils. David, pour venir embrasser sa maman, il ne faut pas oublier la coquille sur les couilles. Paul, tu n'as pas trop mal, respire à fond. David, il est clair que je ne suis pas un arabe. Je devrais normalement te faire lapider. C'est vrai, dit Paul, tu pourrais ajouter l'Iran au Cambodge. David, tu veux un deuxième round? Paul, assez d'enfantillage. Le prologue est fini. David, que demandes-tu exactement? Paul, je te l'ai dit, que vous abandonniez le pouvoir.
David, mais quel est cet acharnement à exercer la fonction maternelle dans la direction contre-révolutionnaire? Paul, la contre-révolution, c'est vous. Vous exténuez jusqu'aux traces de la volonté de justice. Votre politique est vulgaire. David, et toi, tu es tout à fait distingué. Paul, écoute-moi. Laisse-moi prendre le ton masculin. Notre hypothèse, n'est-ce pas, n'a pas été dans son principe que nous allions résoudre le problème du bon gouvernement. Nous ne nous mêlions pas des spéculations des philosophes sur l'état idéal. Nous disions que le monde pouvait supporter la trajectoire d'une politique résiliable, d'une politique destinée à en finir avec la politique, c'est-à-dire avec la domination. Tu es bien d'accord? David, je te suis, professeur. Paul, il est arrivé que la réalisation historique de cette hypothèse s'est elle-même engloutie dans l'État. L'organisation libératrice a partout fusionné avec l'État. Il faut dire qu'elle s'était, dans la clandestinité et la guerre, entièrement ordonnée à sa conquête. Ainsi, la volonté émancipatrice s'est-elle soustraite à sa propre origine. Elle doit être restituée. David, que veux-tu dire? Paul, je veux dire substituer. Aucune politique juste ne peut aujourd'hui soutenir qu'elle continue le travail antérieur. Il nous est imparti de déceler une fois pour toutes la conscience qui organise la justice, l'égalité, la fin des États ou des trafics impériaux, de ce socle résiduel où le souci du pouvoir capte à lui seul toutes les énergies. Quelle immense portée peut avoir, faite par vous, la proclamation d'une fidélité dont la forme pratique serait que vous repreniez le chemin de la conscience collective et de sa mise en sujet. Vous laisseriez l'État à qui en aime les pompes et la meurtrière bêtise. David, il y a derrière nous comme un impératif supérieur à notre volonté, le sacrifice de milliers de gens dont notre victoire est le seul sens. Allons-nous, pour une abdication sublime, réunir dans l'été de l'absurde un peuple entier de morts? Paul, on nous a déjà fait le coup du parti des fusillés. À quoi rime de placer le sens politique sous la juridiction des morts? C'est de bien mauvais augure. Et je te fais remarquer qu'aujourd'hui, des gens meurent en foule, non pour la victoire, mais à cause de la victoire. Tu seras forcé, quel que soit ton choix, de sélectionner parmi les cadavres ceux qui te justifient. David, où mène ce chantage moral? La pitié ne sert à rien. Dans la dévastation, l'ordre est de reconstruire. S'il faut emprunter au passé, nous le ferons sans crainte. Qui peut s'imaginer qu'après une telle secousse, le vieil état des choses va ressurgir comme si rien n'était? Le monde est changé pour toujours, il suffit de s'y confier. Ma très chère mère, tu viens un peu trop du bas des choses. Tu es éloigné de la décision. Paul, vieille ficelle, David, je te propose justement la seule décision possible. Tout le reste n'est que la gestion des contraintes, par les moyens brutaux qui sont à votre disposition. Bien entendu, vous allez faire du nouveau. Vous allez peindre en gris la surface du soleil. David, dis-moi précisément qui tu es. Condamnes-tu ce que nous avons fait? Es-tu avec les Blancs, avec la racaille qui se terre? Je retrouve toute ma froideur, je te préviens. Paul, vous avez fait une besogne inéluctable. La petite bête impériale est abattue, elle gît dans l'entre-deux de ces collines. Vous avez été les sacrificateurs. Par vous, le premier cycle de l'histoire de la justice vient à son achèvement. C'est pourquoi vous pouvez prononcer le commencement de sa seconde puissance.
David, ce n'est certes pas la puissance que tu proposes, y renoncer pour tôt et pour longtemps. Paul serre un grand papier et le déplie. Regarde cette carte militaire. Mon frère Claude Villambray me l'a donnée juste avant que nous le mettions à mort. Là est le rêve, là est l'enfance. Il aurait bien voulu conquérir la terre comme n'importe quel vieux roi. Allez-vous continuer interminablement cette puérile passion ? La grandeur particulière de l'espèce humaine n'est pas la puissance. Le bipède sans plume doit se saisir de lui-même et contre toute vraisemblance, contre toutes les lois de la nature et contre toutes les lois de l'histoire, suivre le chemin tortueux qui mène à ce que n'importe qui soit l'égal de tous, non seulement dans le droit, mais dans la vérité matérielle. David, comme tu es exalté. Paul, tu te trompes. Je t'exhorte au contraire à abandonner toute exaltation. La décision que tu dois prendre est froide. Elle est, pour qui s'abandonne à la passion des images, incompréhensible. Laisse choir l'obsession de la conquête et de la totalité. Tiens le fil de la multiplicité. Un long silence. David, mais dis-moi, Paul, comment ne pas tout disperser et désunir dans le geste inouï que tu proposes? Paul ne croit pas que j'apporte une recette, puisque si longtemps l'impasse a été que la politique n'avait son centre et sa représentation que dans l'État, je vous dis de forcer cette impasse et d'établir que la vérité politique circule durablement dans un peuple adossé au lieu d'usine, s'abritant de l'État par sa fermeté intérieure. Elle est comme un événement, tout aussi irreprésentable que l'est au théâtre, le labeur dont résulte que l'action, devant nous, est mystérieusement unique. David, désemparé, mais par où commencer ce dont tu dis qu'il n'a aucun commencement? Paul, trouvez ceux qui importent. Soyez au fil de leurs paroles. Organisez leur consistance dans la visée de l'égal. Qu'il y ait dans les usines des noyaux de la conviction politique, dans les cités et les campagnes des comités de la volonté populaire, qu'ils transforment eux-mêmes ce qui est et s'élèvent à la généralité des situations, qu'ils s'opposent à l'État et aux margoulins de la propriété dans la mesure exacte de leur force immanente et de la pensée qu'ils exercent. David, cela ne fait aucune stratégie. Paul, la politique à venir n'est d'abord que de donner forme et racine à sa propre formulation. La politique est d'unir autour d'une vision politique, soustraite à l'emprise mentale de l'État. Ne me demande rien de plus que ce cercle, qui est le cercle de toute pensée initiale. Nous fondons une époque sur une tautologie. La politique est la politique. C'est bien naturel. Parménide a fondé la philosophie pour 2000 ans, a seulement proclamé avec la clarté requise que l'être est et que le non-être n'est pas. David, la politique est de faire être la politique pour que l'État ne soit plus. Paul, fils, mon fils, veux-tu te confier à cette pensée où récidive après une première histoire errante la vieille hypothèse, l'ancienne interprétation? David, la tête me tourne. Je vois clairement l'indécidable. Paul, une politique,
une seule. David, je m'y confie. Paul, j'ai confiance qu'une politique est par moi-même réelle, soustraite à la capture de l'État, irreprésentable et incessamment décodée. J'ai confiance que suivre dans l'intelligence du vouloir ce qui est là désigné oriente lentement la force d'un sujet à s'excepter du règne de la domination. Je sais que ce trajet est dans l'unicité de sa consistance et dans l'acharnement de sa subtilité. J'ai confiance dans l'infinie libération, non comme chimère ou paravent du despote, mais comme figure et combinaison active, ici et maintenant, de ce par quoi l'homme est en capacité d'autre chose que de l'économie hiérarchique des fourmis. David, tout cela. Paul, engage le fer, mon fils, pour ta confiance régénérée. Que la lutte millénaire pour le pouvoir se change ici en la lutte millénaire pour son abaissement, son achèvement. David, ô décision souveraine, honneur de l'hiver immodéré. Cependant, je promeus la patience. Mais toi, mère, où est ta place maintenant? Paul, ce que je pouvais faire, on peut dire, oui, on peut vraiment dire que je l'ai fait. Voilà. Et bien maintenant, nous allons faire un morceau de séminaire. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais regarder l'heure quand même. Oui. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est au fond là aussi de l'ordre du cercle, c'est-à-dire de l'ordre d'un retour provisoire à ce de quoi nous sommes partis. Comme vous le savez, notre trajectoire a été d'explorer pour l'essentiel ce que j'ai appelé les opérateurs de finitude. Alors, les opérateurs de finitude, c'est tout ce qui est capable de recouvrir un point d'où quelque chose d'essentiel et d'infini pourrait jaillir ou se montrer par ce qu'on peut appeler des plaques de finitude, c'est-à-dire par des nominations, des allégations, des opérations matérielles aussi, qui recouvrent tout cela et finalement le déterminent à partir de données qui sont celles de la conservation du monde existant. Alors ce point, je le rappelle parce qu'il est tout à fait fondamental. En réalité, les opérations majeures de l'oppression, sous toutes ses formes, ont été longtemps désignées sous les mots soit de répression, soit d'exploitation. Il y a une longue histoire, d'ailleurs, du rapport complexe entre exploitation et répression dans les figures concrètes de la domination. Puisqu'il a toujours été dit que, d'un côté, surtout dans le cadre général du marxisme, que l'exploitation était systémique. C'est-à-dire que l'exploitation était la vraie racine de l'oppression parce qu'elle était inscrite dans le système d'oppression. Elle était dans le système même, le système fondamental de l'organisation économique et sociale. C'est-à-dire qu'au cœur des choses, on trouvait le fait qu'en définitive, dans le régime du capitalisme sous toutes ses formes, il s'agit de façon systémique d'extraire de la plus-value à partir de la force de travail. Ça désignait l'exploitation au sens strict, au sens technique quasiment du terme, tel que le marxisme l'avait dégagé. Puis d'autre part, il y avait la répression, qui, elle, était les opérations de force
que le pouvoir dominant mobilise contre alors l'existence effective des révoltes, ou contre tout ce qui gênerait ou troublerait ses intentions, son devenir, les lois qu'il propose, etc. Et en vérité, il y a eu un long débat qui n'est probablement jamais vraiment terminé sur la question de savoir si le point clé de la politique d'émancipation relevait dans sa capacité à annuler les effets répressifs ou à contrarier les effets répressifs, ce qui, d'une certaine manière, était à la fin des fins une logique de guerre civile ou d'insurrection ou de révolution au sens le plus effectif ou le plus précis du terme. C'est-à-dire se hausser à un niveau d'activité et d'organisation qui rend possible l'annulation de la supériorité répressive de ceux qui, par ailleurs, sont les exploiteurs. Et que, d'une certaine manière, le processus d'émancipation, c'était un processus qui travaillait à ce que la capacité répressive, finalement, de l'État, de l'appareil d'État, de ses sous-produits, de ses dérives diverses, que la capacité répressive de l'appareil d'État puisse, à un moment donné, être, premièrement, neutralisée, et deuxièmement, renversée, effectivement. Renversée dans la figure qui était historiquement définie comme la prise du pouvoir et le remplacement d'une figure de l'État par une autre. Et ça, c'était une vision des choses. L'autre vision était qu'il fallait s'en prendre par des méthodes complexes et variées, il fallait s'en prendre à l'exploitation elle-même. C'est-à-dire qu'il fallait que le cœur de la question n'était pas seulement de neutraliser la capacité répressive, mais de modifier en profondeur, de détruire et de remplacer ou de substituer la systémique de l'exploitation. D'où un débat très complexe sur, finalement, la vision de la politique révolutionnaire comme articulation d'un point de vue stratégique qui déracinerait l'exploitation et qui, en même temps, aurait tactiquement besoin de neutraliser la capacité répressive de l'appareil d'État qui soutient, protège ce système d'exploitation. C'est bien qu'il y avait une figure quasiment allégorique de la chose. C'était la situation où vous avez une grève ouvrière massive qui, d'une certaine façon, se situe au niveau même, dans le lieu même de l'exploitation, dans sa figure systémique, hein, c'est-à-dire un refus ou une révolte ouvrière de supporter plus avant l'exploitation proprement dite. Vous avez l'intervention de l'appareil répressif pour briser cette grève. Ça, c'est une figure absolument traditionnelle du monde de la politique d'émancipation. Et vous avez alors l'intervention d'une force de mobilisation populaire vaste et éventuellement capable de riposter, de se défendre, qui va, en quelque sorte, neutraliser la capacité répressive de l'appareil d'État et rendre, en un certain sens, idéalement, la grève intégralement victorieuse, c'est-à-dire capable de se saisir, en réalité, de l'appareil productif lui-même. C'est une métaphore, hein, c'est pas comme ça que les choses se passent, parce que les choses se passent historiquement dans des complications bien autres, mais c'est une image très forte de ce que pouvait être la pensée, au fond, la plus banale, la plus ordinaire et la plus répandue, d'une certaine manière, des activités effectives de la politique d'émancipation dans une articulation toujours recherchée entre la figure de l'exploitation et la figure de la répression. La figure de l'exploitation exigeant une transformation systémique et la politique, la neutralisation de la répression exigeant la capacité tactique de cette neutralisation. Alors, ceci faisait en réalité de deux figures majeures l'espace de représentation de la politique d'émancipation. Premièrement, la grève générale, et deuxièmement, l'insurrection. En fait, si vous regardez bien, historiquement,
c'est ce complexe grève générale insurrection qui a été pendant longtemps, surtout en Europe, la détermination immanente de ce que c'était en fin de compte que les enjeux, les objectifs de la politique d'émancipation. Et pour l'idéal proposé dans maintes figures, c'était une articulation des deux, c'est-à-dire une grève générale pratiquée dans une corrélation effective à la neutralisation des capacités répressives de l'appareil d'État. Je pense que cette figure a connu une apogée dans la Catalogne de la période de l'Espagne républicaine, sous la direction des anarchistes, il faut dire les choses comme elles sont. Sous la direction des anarchistes, cette figure a connu son apogée parce qu'elle a été vraiment cela. Elle a été des grèves d'une force telle qu'elle s'emparait effectivement, que les ouvriers s'emparaient effectivement de larges pans, sinon de la totalité de l'appareil productif, et d'une capacité par ailleurs, sous la forme de milices populaires, d'une capacité de neutralisation de la répression étatique qui faisait qu'on s'emparait aussi du pouvoir de l'espace, du pouvoir urbain. On s'emparait de Barcelone ou de Valence. Et c'est pour ça qu'il y a eu là des créations importantes, des choses significatives, des choses dont il faut s'inspirer, encore aujourd'hui certainement, parce que, à mon avis, il y a eu là la mise en œuvre d'une articulation non complètement étatisée de la relation entre la destruction du système d'exploitation et la capacité de neutralisation de la répression. D'une certaine manière, il y a eu, idéalement, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais tout de même ça a été très présent, il y a eu une articulation effective, historique, du principe sous-jacent à l'idée de grève générale, à savoir on s'empare de l'appareil productif directement par ceux qui en sont les victimes sous le capitalisme, et de la capacité antirépressive donnée dans une figure insurrectionnelle. Donc, je le répète, on avait la capacité d'articulation de la grève générale et de l'insurrection. Deux grandes figures, héritées déjà de, grosso modo, la deuxième moitié du XIXe siècle et se poursuivant largement jusqu'à nos jours, à vrai dire. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, sauf que, évidemment, entre-temps, on s'aperçoit que cette figure a toujours tendance à se scinder, à s'écarter, à se défaire. Parce qu'en réalité, la pensée insurrectionnelle, dans son principe subjectif, n'est pas identique à la grève générale dans son principe subjectif. Parce que la pensée insurrectionnelle, c'est quelque chose qui a trait quand même à l'appareil d'État. Vous brisez l'appareil d'État, mais immédiatement vous êtes l'appareil d'État. Il n'y a pas moyen d'esquiver cette situation. Tandis que l'idée, la philosophie sous-jacente à la grève générale est quelque chose qui, au fond, vise un lieu qui n'est pas à proprement parler étatique. C'est pour ça qu'il a toujours joué un rôle emblématique dans la pensée révolutionnaire, parce que l'usine n'est pas un lieu étatique. Elle a des rapports très serrés avec l'État, l'État vient à son secours, etc., tout ce que vous voulez. Mais ça n'est pas l'État. C'est-à-dire c'est un lieu. Et ce lieu peut être, dans certaines circonstances, tenu ou considéré comme un lieu politique. Mais, en fin de compte, dans tous ces cas, vous voyez que le pouvoir de la finitude semble lié ou organisé, d'une part, par la figure systémique de l'exploitation, qui, au lieu d'ordonner la production à l'égalité générale de l'humanité comme telle, l'organise en fonction du profit d'individus particuliers. Ça, c'est la finitude de l'exploitation. Et d'autre part, la figure insurrectionnelle qui, elle, s'en prend directement à l'État en tant qu'il est un État de classe. Et en tant précisément qu'il a cette limite fondamentale de se prétendre l'organisateur de la société en général, alors qu'en réalité, il est au service d'une petite fraction de cette société. Donc, vous voyez comment, dans cette tradition révolutionnaire, typiquement
je dirais, anarcho-communiste, je ne sais pas comment l'appeler. Elle s'est appelée un peu anarcho-syndicaliste à un moment donné, mais ça, c'était trop versé sur un seul côté. Dans cette tradition, on avait aussi une assignation singulière de la finitude qu'il s'agissait de détruire, c'est-à-dire du lieu de l'infini, si vous voulez. Le lieu de l'infini, c'était d'un côté la capacité à surmonter la coercition étatique, militaire, policière, etc., et de l'autre, le fait, finalement, de constituer le lieu usine comme un lieu d'indépendance politique et populaire effective. Alors, ce que je voulais dire, parce que, au fond, tout le point est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet héritage au niveau le plus général, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas sûr que cette figure soit encore historiquement pertinente, voilà. En tout cas dans nos régions. Cette combinaison du vecteur subjectif insurrectionnel et de la figure de la grève générale comme pouvoir ouvrier, hein, pour employer une expression italienne. Dans un certain sens, quand on voit aujourd'hui, alors je vais dire un mot de ce qu'on voit, quand on voit les manifestations organisées par la CGT avec aux avant-postes des brigades de jeunes gens décidés à en découdre avec les flics, on peut voir ça comme une figure heureuse, après tout. Voilà, on a dans la rue des ouvriers, des travailleurs, des syndicalistes, etc. Et puis aussi des jeunes gens qui veulent en découdre avec les flics. Alors, métaphoriquement, on pourrait dire, voilà, on a les travailleurs qui symbolisent le côté grève générale, même si leur grève n'est pas vraiment générale, mais peu importe, symboliquement, ils représentent ça. Et puis de l'autre côté, nous avons des brigades de jeunement qui représentent l'insurrection. Mais on n'est pas sûr que ce soit réel, tout ça. On n'est pas complètement sûr. On n'est pas complètement sûr que ce ne soit pas précisément une figure qui est une figure répétée et non pas du tout inventée de quelque chose qui, pour part, a disparu. Moi, franchement, qu'il y ait des bagarres avec les flics et que ça se passe avec des grandes manifestations, franchement, j'ai une tendresse pour ça, si vous voulez. Une certaine tendresse pour ça. D'abord, je l'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. Mais c'est une raison suspecte, ça. Parce que si je l'ai fait, c'est que ça se faisait déjà il y a longtemps. Et que ça se faisait dans des formes peut-être plus organiquement liées à la situation de l'époque que ce n'est le cas aujourd'hui. Alors, je prenais cet exemple, qui est un exemple très, très, très concret, parce que d'une certaine manière, il incarne bien ce que je vous disais, c'est-à-dire la rémanence de la figure selon laquelle, en réalité, il y a deux dimensions, et que tout le problème est de savoir comment il y a intersection de ces deux dimensions. C'est-à-dire comment la volonté, le prestige et le courage insurrectionnel, qui quand même est polarisé du côté de la destruction de l'adversaire, se noue avec la dimension grève générale ouvrière, qui elle est polarisée par toute autre chose, qui est de substituer à la gestion systémique à la dictature du profit, de substituer au lieu même où elle se produit, au lieu même où la plus-value est extorquée, quelque chose qui serait un autre régime de souveraineté, etc. Alors cette figure-là, j'ai l'impression que, le sentiment que j'ai, c'est que quand on a l'impression de voir son retour, y compris sous le mot qui a toujours signifié ça, si le mot convergence des luttes signifie quelque chose, il signifie ça en réalité. C'est-à-dire, il signifie en réalité que les insurrections de la jeunesse, décidées à la bagarre, convergent avec des levées populaires qui sont, elles, liées à la question du travail. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est une grande figure. C'était déjà comme ça que marchaient les insurrections de 1848, hein, avec les étudiants de Polytechnique d'un côté et puis les ouvriers de la ville de l'autre. Ça convergeait plus ou moins, d'ailleurs. Hein. Enfin, on peut appeler convergence, finalement, cette figure d'identification de la double instance du fini et de la double riposte à cette instance du fini, qui est composée d'un élément insurrectionnel et d'un élément de soustraction à la dictature du travail sous sa forme aliénée. Donc brisée avec la... D'autant qu'il faut savoir, pour qui en a l'expérience, mais j'en ai tout de même une certaine des années passées, que lorsque la grève est réelle, lorsqu'il y a vraiment la grève, elle est un état de choses et pas simplement un moyen. Ça, c'est très important à expérimenter. Une vraie grève, c'est une grève qui est telle que les ouvriers finissent par dire on est en grève, mais comme si c'était une valeur intrinsèque, un état de choses. C'est pour ça que les fins de grève, des vraies grèves, les grèves qui ont vraiment été mobilisatrices, fortes, où il y a eu des grandes assemblées générales, où il y a eu un puissant comité de grève, les fins de grève, c'est très difficile à obtenir, tout simplement. Et très souvent, les syndicats sont obligés de forcer les choses pour que ça finisse, quoi. Et quelquefois, ils n'y arrivent même pas. Une scène fondamentale de mai 68, c'est quand la CGT a déboulé à Redau-Billancourt en disant ben voilà, on a fait un bon accord, c'est fini, etc. Puis ils se sont fait siffler, ils ont dû remballer leurs marchandises. Ça a duré encore 2 semaines. Ça, c'est des scènes qui indiquent quelque chose de fondamental, qui est que la vraie visée subjective d'une vraie grève, c'est réellement de mettre fin à la figure systémique qui règne dans l'usine elle-même, et dont l'usine n'est qu'un petit aspect, mais un aspect concrètement constitué comme lieu. Et en un certain sens, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, la figure insurrectionnelle, même si c'est une bagarre, elle se solde finalement par une bagarre dans un coin, elle est en fin de compte polarisée sur l'apparition d'une structure de force militarisée alternative, qui n'est plus celle de la police et de l'armée de l'État. Alors évidemment, on se dit, voilà, est-ce qu'on reproduit ainsi le fait que l'appareil d'État réactionnaire, bourgeois, protège le maintien de l'organisation systémique dans la figure où le détachement insurrectionnel serait appelé à protéger la nouvelle figure de l'organisation de la production. Et on peut imaginer des choses comme ça. Mais ce n'est pas sûr, et ce n'est pas sûr pourquoi. Ce n'est pas sûr parce que ce que je pense, c'est que l'identification de l'adversaire est, dans cette figure, encore insuffisante. C'est-à-dire que l'adversaire, le système existant, ça n'est pas l'exploitation directe, le lieu du travail, ajouté aux flics, à savoir à l'appareil qui défend ce système d'exploitation directe. C'est une représentation qui a dominé parce qu'elle avait une figure concrète très forte, en particulier à l'époque où il y avait encore des tas de grandes usines au cœur des villes et où la fonction de lieu, de localisation de cela jouait. Mais avec les immenses désindustrialisations qui ont frappé nos pays, dans nos pays, ça ne fonctionne plus comme image complète, pour une raison très simple, je crois, c'est que les opérations, les opérateurs de finitude se sont ramifiés. Ils sont aujourd'hui, ils ne se réduisent pas à la brutalité simple, d'une certaine manière, de la coexistence entre l'exploitation de la force de travail dans l'usine et la capacité répressive représentée par la police et par l'armée. Et que donc ce n'est pas ce double combat, ou l'apparence de ce double combat, des détachements, au fond, capables d'affronter la police d'un côté, et de l'autre des organisations ouvrières capables de provoquer des grèves générales. Ce n'est pas ce dispositif-là qui est, à mon avis, pertinent aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on sache très bien quel est le dispositif pertinent. Mais les opérateurs de finitude ont changé, et en particulier, dans nos pays, le point clé, c'est qu'il existe une classe moyenne très importante. Et cette classe moyenne, si on regarde bien,
est une classe qui n'est pas directement homogène à l'appareil d'État, même si elle lui donne son agrément, ou si elle se rend tous les 3 ou 4 ans pour l'élire, n'est-ce pas, pour le conforter. Mais elle n'est pas non plus exactement dans la figure du travail productif aliéné. Elle est donc incertaine et en même temps, elle détermine largement le cours des choses. Elle détermine largement le cours politique des choses. Dans nos sociétés, c'est comme ça. Or, quels sont les opérateurs de finitude auxquels cette classe moyenne, dans son extension différenciée, est soumise? Des opérateurs de finitude de type nouveau. Ça n'est pas la figure de l'exploitation de la force de travail ouvrière dans sa pertinence historique. Ça n'est pas non plus le fait qu'elle est intégrée comme telle du côté de l'appareil d'État. Donc, en réalité, pourquoi, il faut bien dire, la grande classe moyenne occidentale, pourquoi est-ce qu'elle soutient finalement assez fermement le système de domination actuel? Ça, c'est la question clé, c'est la question qu'il faut demander. Alors, il y a à cela plusieurs réponses, et c'est largement le soubassement du débat politique actuel. D'abord, il y a ceux qui pensent que... Alors, je laisse de côté ceux qui pensent que tout va très bien, qui se réjouissent d'être dans un pays où il y a une classe moyenne qui soutient fermement, tranquillement et démocratiquement les ignominies de l'oligarchie dirigeante. Ça, c'est un point de vue dont nous... Il est très simple. À ce moment-là, on pourrait dire, oui, elle soutient tout ça parce qu'elle y a son intérêt, qu'elle est richement entretenue, finalement, par cette société, et qu'elle ne voit pas du tout pourquoi elle irait rejoindre l'énorme et gigantesque masse des gens misérables qui, dans d'autres continents, n'ont rien du tout et n'arrivent pas à survivre, au point qu'ils n'ont pas d'autre ressource que de prendre des bateaux qui coulent pour venir chez nous. Mais je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est un tout petit peu plus compliqué. Et je pense qu'il faut distinguer les opérateurs spécifiques par lesquels se constitue, en dehors des figures de finitude antérieure, la soumission de la classe moyenne. Parce qu'elle n'est, encore une fois, elle n'est ni soumise à la répression étatique comme telle, ni réellement interne à l'exploitation usinière de la force de travail. Elle est là, abondante, dans nos pays très abondante, plus de la moitié des gens. Il faut dire ce qu'il y a, plus de la moitié des gens. Elle est abondante et elle décide en un certain sens, je dirais, des nuances de l'État. C'est elle, fondamentalement, qui choisit entre la gauche et la droite, si vous voulez. C'est-à-dire entre le même et le même, à quelques nuances près. Donc c'est une classe à qui on est arrivé à faire penser que ce type de nuance est décisif quant à son propre avenir. Ça, c'est une opération tout à fait particulière, qui ne se réduit pas aux deux autres. C'est-à-dire le fait que, et ça donne des choix variés d'ailleurs, à l'intérieur de la figure des nuances politiques disponibles, des choix qui font qu'on a pu recouvrir les aspirations éventuelles de cette classe, en définitive entretenue, méprisée, sollicitée, divisée, etc., flottante dans une certaine mesure, avec des parties quand même basses de la classe moyenne, des parties plus hautes, etc. On a pu arriver à une domestication moyenne de cet ensemble-là en procédant à la conviction que, en définitive, le système existant, dont en général elle connaît et même discute les inégalités, les vilenies, etc., que tout ça était conforme à sa propre existence, à condition qu'on lui laisse à elle le choix des nuances
ou des nuances de la couleur générale de l'affaire. Donc ce n'est pas vrai qu'elle ne décide rien. Je pense qu'il faut nuancer malgré tout le fait que dans l'élection, en définitive, on ne déciderait rien. Du point de vue de la classe moyenne, on décide quelque chose. C'est pour ça qu'elle y tient comme la prunelle de ses yeux, qu'elle est démocratique dans l'âme, et qu'elle va voter en rang serré. Donc il faut bien interpréter qu'elle pense réellement que quelque chose lui est confié là. Et je pense que c'est vrai, quelque chose lui est confié, sous la condition que ça ne remette en rien en cause les données systémiques en place, qu'en particulier ça ne remette pas en cause ce que, en dernier ressort, véhicule cette société, à savoir, malgré tout, à la fin des fins, à échelle mondiale, ça reste évidemment quand même, d'une part, l'activité d'exploitation absolue de la force de travail jusqu'à sa quasi-exténuation dans certains pays ou dans certaines branches, voir comment travaillent les ouvriers chinois aujourd'hui, comment travaillent, pour ne pas parler des ouvriers du Bangladesh, ou de ce qui se passe dans les usines au Cambodge, etc. Donc, à échelle mondiale, la puissance du système d'extorsion et de pillage de la ressource humaine reste évidemment massive. Mais, et d'autre part, évidemment, les interventions policières, militaires, dictatoriales, et de torture, et ça, restent aussi massives, concernent des populations gigantesques. Donc ces deux polarités demeurent, mais dans nos régions où, d'une certaine façon, la classe moyenne s'est développée et s'est installée, et où, d'une certaine façon, elle accepte ce système-là, je pense qu'il faut reconnaître qu'elle l'accepte parce que certaines choses lui sont données. Parmi ces choses, naturellement, il y a un standing matériel à peu près normal, si je puis dire, qui fait que ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce que peut être la vie d'un paysan centrafricain, d'un Congolais du Kivu, ou même de la majorité des Chinois, voire même des Russes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le niveau général de la classe moyenne, c'est un niveau de survie paisible, pour l'essentiel. Donc il y a ça d'abord, évidemment, mais ça n'est pas le point de recouvrement subtil le plus important. Parce que, idéologiquement, il est clair que ce à quoi cette classe tient absolument, c'est à ce qu'elle appelle la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas immédiatement la même chose que le fait qu'on lui assure, bon an, mal an, un train de vie honorable. Et c'est donc quoi exactement ? C'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'elle est quand même corrélée à l'État. Elle est corrélée à l'État, non pas qu'elle en régente le principe général, mais elle est maîtresse du système des inflexions nuancées de ce pouvoir. Voilà. C'est pour ça que c'est elle qui décide entre la droite et la gauche. Et je dirais même que elle décide du fait qu'il est nécessaire qu'existe une gauche. Je pense que la gauche, c'est une idée. Plutôt qu'une force, c'est une idée. C'est pour ça que c'est indestructible. Par exemple, aujourd'hui, les gens disent, il y a des tas de gens qui disent, il y a une crise de la gauche. Mais franchement, lisez Sartre il y a 40 ans, il écrivait « La gauche est un cadavre tombé à la renverse et qui pue ». Donc il n'y a absolument rien de nouveau dans le fait que la gauche est en crise. Elle est cadavéreuse dans son essence originaire. Parce qu'elle prétend être une alternative alors qu'elle est une variable d'ajustement. C'est comme ça qu'il faut la définir, une variable d'ajustement. C'est-à-dire la possibilité permanente pour la classe moyenne de se représenter qu'elle peut changer quelque chose. Et à changer quelque chose, c'est appeler la gauche au pouvoir, tout le temps. Et la gauche au pouvoir, elle est dans les limites de sa fonction de variable d'ajustement, naturellement.
Et donc, elle est nécessairement toujours un peu malade de ne pas pouvoir faire à peu près rien de ce qu'elle a déclaré qu'elle ferait. Ce qui est un statut quand même assez particulier, d'avoir pour métier de ne pas faire ce que vous avez dit que vous vouliez faire, etc. Mais ce métier, l'existence de ce métier est l'existence d'une abstraction en réalité. La gauche, c'est une abstraction, c'est une idée. C'est ça, son être propre, c'est l'idée qu'on peut, dans un système aussi violent, robuste et installé, de surcroît, comme on l'a dit au début de cette séance, victorieux, historiquement victorieux pour l'instant. Alors l'idée qu'on peut être dans un système là-dedans et puis faire ce qu'on veut. Non, on ne peut absolument pas faire ce qu'on veut là-dedans. On peut faire ce qui reste de nuances possibles à l'intérieur de cela. Et la gauche, c'est au fond l'idée que on peut toujours, et ça c'est un opérateur de finitude, on peut toujours faire prendre pour un changement véritable quelque chose qui n'en est pas un, pourvu qu'on vous laisse quand même un espace de nuances spécifiques par rapport aux actions du pouvoir dans une période déterminée. Et cette idée est très importante parce qu'elle au fond, elle est la projection de l'existence même de la classe moyenne entre, d'un côté, l'oligarchie capitaliste qui est quand même en voie de concentration ininterrompue, surtout en ce moment. Hein. C'est-à-dire que la concentration de l'oligarchie capitaliste aujourd'hui, c'est stupéfiant. Vraiment, c'est quelques centaines de personnes internationalement déterminées qui cumulent des fortunes absolument inimaginables. Donc elle est coincée d'un côté par cela, et puis de l'autre par l'énorme masse prolétaire mondiale. Alors entre les deux, il faut qu'elle se détermine librement dans un champ qui lui est proposé. Ce champ, c'est le champ des nuances que, au fond, dans nos pays, le pouvoir d'État s'autorise plus ou moins. Alors, ça, c'est l'opérateur spécifique, c'est-à-dire l'opérateur spécifique de finitude dans nos régions à destination de la classe moyenne, c'est de lui tolérer de légiférer sur les nuances de la vie politique, et cette législation sur les nuances pouvant même être représentée comme des changements importants. Voilà. Donc la marge d'opération, c'est ça, c'est la possibilité que soient représentés comme des changements importants des choses en réalité à peu près minuscules à échelle planétaire, mondiale ou réelle, tout simplement. Et la classe moyenne est là, subjectivement, dans sa fonction, qui lui permet un truc auquel elle tient énormément, c'est la fonction critique. Il suffit que vous ayez un espace de nuance pour pouvoir, et que cet espace de nuance soit reconnu comme important, comme faisant partie de la vie de l'État, pour que d'une certaine manière, vous soyez en position de reconnaître cette fausse importance comme le système de votre propre potentialité politique. Voilà. Et donc, là, au fond, on a une finitude constitutive à l'usage d'une classe déterminée, extrêmement nombreuse, voire majoritaire, en réalité, dans nos pays, qui consiste à créer un espace de liberté minimale, un espace de liberté minimale. Espace de liberté minimale qui est chargé de représenter la liberté en soi, sous le nom tout à fait caractéristique de liberté d'opinion. Liberté d'opinion. Enfin, quand on est philosophiquement formé à Platon, on sait que l'opinion, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et qu'une liberté d'opinion, c'est une liberté toute petite. Parce que la liberté véritable, ce n'est pas une liberté d'opinion, c'est une liberté effective, c'est-à-dire c'est une liberté de transformation.
Mais la liberté d'opinion, elle n'est pas transformatrice. Par elle-même, la liberté d'opinion, elle est précisément au lieu exact de la nuance dont je vous parlais, qui d'une certaine façon permet de donner un certain jeu à un système qui, par ailleurs, est une gigantesque machine dont la transformation radicale est presque inimaginable. Dans l'état de victoire, d'installation, de richesse, de militarisation qu'est le sien aujourd'hui, les nuances sont inopportunes, si je puis dire. Et donc, je voulais simplement dire, au terme de tout cela, le point suivant. Je pense que nous sommes dans une époque de transformation des figures dominantes de ce qui constitue l'alternative, la deuxième possibilité. Non pas au niveau systémique, parce qu'en gros, au niveau systémique, ce qu'on a eu, ce qu'on voit, c'est que le système antérieur s'est mondialisé, mais en réalité, il est identique à lui-même pour l'essentiel. Donc pas au niveau systémique, mais au niveau justement des opérateurs de finitude. C'est-à-dire du discours articulé et armé aussi d'ailleurs du camp adverse. Et au niveau de l'espace dans lequel se meut la pensée réactionnaire et oppressive actuelle, dans le système général de ces propositions de finitude. Autrement dit, est en train de se mettre en place, et ça depuis les années 80, non seulement une figure victorieuse du capitalisme, puisqu'il n'a plus d'alternative visible, d'alternative installée, mais quelque chose de plus qui est le nouveau système de perpétuation de cette victoire dans des conditions précisément où l'alternative n'est pas constituée. Parce qu'il faut bien se voir que d'une certaine manière, l'existence de l'alternative était aussi une occasion d'invention oppressive. C'est-à-dire que les forces dominantes étaient sur le qui-vive quand même. La preuve, c'est qu'elles faisaient des concessions. Elles faisaient des concessions. Entre le New Deal de Roosevelt, le programme du CNR à la fin de la guerre, les lois sociales votées à la hâte du côté du moment du Front populaire, etc. On a une longue période de concessions. Et ces concessions étaient elles-mêmes des opérateurs de finitude en réalité, évidemment, mais dans un contexte antagonique. C'est-à-dire dans un contexte où les deux voies existaient effectivement et leur conflictualité était visible à grande échelle. Et donc, on pouvait introduire des concessions. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est en train, la puissance publique elle-même est affairée à retirer ces concessions, à les enlever, une par une. À la fin des fins, le risque étant que la classe moyenne se retrouve toute nue, si ça va trop loin. Parce qu'elle a vécu, elle, de ces concessions, bien entendu. Elle a été le principal profiteur de ces concessions. Mais faute d'un adversaire à sa mesure, l'oligarchie déchaînée ne songe qu'à revenir au beau temps de sa prospérité XIXe siècle, quand il n'y avait rien en face. De ce point de vue-là, il faut bien reconnaître qu'une chose qui a fait très peur à la bourgeoisie impériale, c'est Staline. C'est pas mon homme. Mais du temps de Staline a peut-être été terrible pour son peuple, mais au niveau international, il a été utile. Parce que les autres, ils avaient peur. Il leur a foutu la pétoche. Ça, c'est bien vrai. Peut-être plus même qu'ils n'en avaient l'intention. Donc vous voyez, à partir du moment où la figure de l'antagonisme disparaît, on a deux effets nouveaux au niveau des figures de recouvrement finies, si je puis dire.
premièrement, on ne peut plus être dans un régime, on n'a plus à être dans un régime de concession réelle. On est même poussé par la brutalité de la concurrence capitaliste, on est même poussé à liquider tout ça, hein, à liquider tout ça. On prend donc le risque que les classes moyennes soient ébranlées, parce que si on leur relève tout, elles ne seront pas contentes. Et comment pallier à ce risque? Eh bien, il faut quand même ouvrir un peu plus le robinet démocratique. C'est pour ça qu'on voit apparaître des phénomènes très étranges, comme un candidat socialiste aux États-Unis. Enfin, il n'est pas encore candidat, il le sera pour le moment, mais enfin, quand même, il fait une campagne très active. On voit un raidissement de la social-démocratie britannique, dirigée par quelqu'un qui est conçu comme un infâme gauchiste dans les catégories anglo-saxonnes. Alors, qu'est-ce que c'est ces phénomènes? On voit, bon, vous savez très bien, on voit Podemos en Espagne, on voit Syriza en Grèce, chez nous, on voit même Nuit debout. Donc on voit des choses comme ça qui sont la nécessité de réaffirmer de l'intérieur du système la fiabilité du contrat concernant les nuances. C'est ça que je dirais. Ce contrat est obscurément menacé aux yeux de la classe moyenne elle-même, qui d'ailleurs ne cesse d'écrire qu'il y a crise de la démocratie. Alors crise de la démocratie, ça veut dire nous n'avons plus accès à suffisamment de nuances. Qu'on nous redonne une vraie gauche. Et c'est pour ça que le grand problème, c'est la crise de la gauche, et qu'on nous redonne une vraie gauche. Voilà. Mais alors, redonner une vraie gauche, c'est pas facile dans les temps présents, parce que la gauche elle-même, la gauche, elle faisait partie du système antérieur, vous comprenez bien. Elle était sous le parapluie général du fait que, par ailleurs, il y avait aussi des communistes. Donc la gauche, j'entends par la gauche celle qui pouvait arriver au pouvoir de temps en temps, donc les socialistes fondamentalement, pouvaient toujours dire, attention, hein, vous avez les communistes, alors donnez-nous de la nuance en pagaille. Nous voulons un peu, n'est-ce pas? Et on leur en donnait quand même. Jusqu'à Mitterrand, en 83, on leur en a donné. En 83, Mitterrand, il a déclaré les nuances, c'est fini. Et il a dit, c'est une chose que raconte Attali et que je trouve absolument formidable. Mitterrand lui aurait dit, peut-être qu'Attali est un peu menteur, mais Mitterrand lui aurait dit, évidemment, on devrait faire notre programme jusqu'au bout, hein, comme a fait Lénine. Mais, a-t-il ajouté, c'est impossible. Voilà, en 83, les nuances, c'était fini, et puis, comme vous savez, après, on a tout dénationalisé, ce qui avait été nationalisé, et puis aujourd'hui, on est en train d'achever le dépliage. Alors, je vais conclure, si vous voulez. Je vais conclure. L'entreprise dont j'essaie de donner les arrière-plans philosophiques, et qui remonte jusqu'au fait que je vous donne comme exercice de l'été de bien lire le tract mathématique qui vous a été distribué, de façon à voir... Oui, je l'avais fait au tableau, tout ça, mais beaucoup m'ont dit au tableau, on n'y voit rien. Alors j'ai décidé de vous le donner en papier. Mais lisez-le, je vous assure, parce que c'est la leçon la plus profonde qui soit sur le fait que quand la question est sérieuse, il n'est plus question de nuance, on doit absolument se confronter à ce qui est impossible, à ce que le système vous déclare impossible. Parce que la systémique existante et sa propagande fondamentale consiste à dire que quelque chose est impossible, en tout cas. C'est-à-dire que quelque chose est inaccessible aux nuances. Quelque chose ne sera pas mis en jeu dans le système existant tel qu'il est. Et ça, c'est ce qu'on voit. Quand c'est fini, eh ben, on peut montrer qu'il y a plus de parties que d'éléments. On peut le montrer tranquillement par une méthode constructive. C'est un versant, une feuille du tract. Et puis de l'autre côté du tract,
vous avez le cas infini, alors là c'est différent. Là, on voit apparaître que quelque chose est impossible. Absolument. Et ça, c'est le moment où, d'une certaine manière, on va pouvoir peut-être déjouer les opérations de finitude, à condition de ne plus se contenter de nuances, naturellement. C'est-à-dire à condition de ne pas être dans la finitude, de ne pas être dans la démonstration constructive, mais en étant réellement dans le mouvement dialectique qui fait que la question de ce qui est impossible nous indique expressément ce qui doit constituer notre possibilité. Voilà pour aujourd'hui.